toutes et tous. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter donc une intervention sur un retour d'expérience, donc un vrai cas concret client qu'on a pu réaliser dans le domaine des travaux publics. Voilà, donc on va faire un petit retour d'expérience là sur l'utilisation de l'Internet of Things sur la location, pour la location de matériel de travaux publics. Alors donc vous allez voir, on va pouvoir parler d'un certain nombre d'acteurs. Smile, bien sûr, dans un premier temps, de notre client Newlock. J'en profite pour mentionner que ce projet a été fait en partenariat avec RF-Track, que je pourrais citer dans ma présentation par la suite. Voilà. Donc ma présentation va se faire selon le plan suivant. D'abord une petite présentation de Smile, ensuite présenter Newlock pour représenter un petit peu les enjeux, la problématique de ce projet. Également, alors quelque chose d'un petit peu plus général et en lien avec le projet bien entendu, mais une généralité sur les aspects Internet of Things et finalement rappeler que dans IoT, la lettre plus importante c'est le D. On verra un petit peu ce que ça cache derrière ça. Et alors, rentrons dans le concret après sur les aspects de l'idée. Comment est-ce que l'idée est née chez notre client et comment est-ce qu'on a pu l'accompagner dans son projet. Et on verra que effectivement, c'est tout à fait le projet dont il faut parler quand on parle de l'idée jusqu'à le terrain. Voilà. Et puis, je finirai par quel bénéfice pour le client. Sachant que, alors on avait annoncé que cette présentation se ferait en multi-speaker avec Sylvain Gralpoix de Newlock. Et là, il n'était pas disponible, il n'a pas pu se rendre disponible pour faire cette présentation avec moi. Mais c'est pas grave, vous verrez, il sera tout de même présent dans cette présentation. Voilà. Alors bienvenue chez Smile, donc Smile, leader du numérique ouvert. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un trop gros discours commercial. Voilà, sachez que bon, ça représente 1500 experts qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire européen dans une quinzaine d'agences. Voilà, je vais pas vous inonder d'informations sur le sujet. Après, sachez que Smile donc s'est organisé de façon à pouvoir couvrir en fait tout projet autour de la transformation digitale et notamment sur la partie Internet des objets où finalement vous avez toute cette chaîne de valeur de la donnée. On va y revenir après justement dans la partie où finalement le D est la lettre le plus importante dans IoT. Voilà, donc c'est organisé Smile pour pouvoir adresser en fait tous ces projets de transformation digitale, de la partie embarquée dont je fais partie. Moi, je ne me suis pas présenté, mais je suis Christophe Brunschweiler, le responsable de la partie Embedded on Connected Systems chez Smile. Donc, de la partie embarquée qui, finalement, dans un projet de IoT, va venir produire les données. Et ensuite, ces données, on va venir les héberger, on va venir les exploiter, les analyser, etc. Et puis les représenter. Et c'est un petit peu comme ça que se sont organisées les offres de Smile pour pouvoir adresser l'ensemble de ces types de projets. Un petit mot sur la partie conseil et expérience. En fait, si vous voulez, chez Smile, on est avant tout des doueurs, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de projets depuis de longues années. Si je reviens sur le slide précédent, on a quasiment une trentaine d'années d'expérience. Mais à force finalement de faire les projets, finalement on a pu acquérir suffisamment d'expérience et d'expertise pour pouvoir conseiller nos clients au-delà même de la partie réalisation. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir le mentionner. Également, on fait de la formation, mais je dirais que voilà, c'est un petit peu hors de propos par rapport à cette présentation. Alors, les terrains de jeu, pour revenir sur la partie terrain, on a effectivement un certain nombre de domaines d'application. Alors, je dirais qu'on est assez agnostique sur les domaines d'application. Il y en a un certain nombre qui sont présentés ici. On va avoir bon, je ne vais pas lire le slide, mais vous pourrez le lire vous-même. Mais c'est vrai que les grands
les grands domaines sur lesquels on peut intervenir sont présentés ici. Et on a un certain nombre de références dans ces différents domaines, sachant que, voilà. Alors, notre client, donc Newlock, filiale du groupe Dubreuil, alors c'est peut-être des noms qui vous disent, qui ne vous disent rien. En fait, le groupe Dubreuil, c'est un groupe assez important, hein, plus de 4500 personnes avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le groupe Dubreuil regroupe un certain nombre de marques, un certain nombre de filiales dans différents domaines. Alors, ça va de l'automobile en passant par l'agricole, le poids lourd, etc. L'aérien également avec Air Caraïbes, par exemple, pour ne citer que celle-là. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, et donc le client avec la filiale avec laquelle on a travaillé et dont fait l'objet cette présentation, c'est c'est Newlock. Alors Newlock, comme son nom l'indique, en fait, ou pas d'ailleurs, mais c'est la mise à disposition en location d'engins de BTP, bâtiments travaux publics. Voilà, et c'est un des acteurs majeurs de l'Ouest, du Grand Ouest français. Voilà, alors IoT avec un grand D. Donc je voulais revenir sur cette affirmation que j'ai l'habitude de présenter de façon un petit peu provocante, je dirais. C'est vrai que, alors l'IoT, tout le monde pense aux things, et j'en suis ravi, puisque étant responsable de la partie embarquée chez Smile, c'est vrai que ça met en avant un petit peu le côté device que l'on va pouvoir retrouver dans le côté Internet des objets, hein, sur les aspects objets. Par contre, en fait, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le terme a été assez mal choisi. Voilà, pour la bonne raison que finalement, bon, le fait de faire des systèmes connectés, des systèmes des systèmes connectés, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis de longues années. Là, ce que va finalement à rajouter ce côté Internet of Things, et dans l'idée en fait de l'Internet of Things, c'est d'être capable finalement à travers des objets, alors qu'ils soient peu ou pas évoluer, enfin peu ou pas évoluer jusqu'à un petit peu plus évoluer, voilà, mais si on pense à un simple capteur qui va remonter des données, etc., la chaîne de valeur de l'IoT finalement, c'est d'être capable d'aller capter de la donnée, là où on n'arrivait pas à la capter, je dirais, avant, voilà, et ensuite pouvoir la déverser dans tout ce qui va être une chaîne de traitement de la donnée, d'accord, donc dans le digital en soi, et quelque part finalement cette transformation digitale qu'on a pu connaître depuis pas mal de temps, grâce à l'Internet des objets et donc son extension vers le monde physique finalement de cette transformation digitale, eh bien on va être capable d'aller capter des informations sur le terrain, que ce soit des informations, je dirais, d'ordre grandeur physique. Voilà, on pense tous à un capteur de pression, un capteur de température, ou toute autre grandeur physique que l'on peut imaginer, notamment dans des domaines industriels ou autres. Ou alors ces données, donc aussi des données issues du monde réel, ça peut être des données qui sont liées à des process métiers. Voilà, donc si on pense par exemple à le fait de pouvoir faire une tournée, par exemple une tournée de livraison ou une tournée de maintenance, etc. Et ben finalement, dans ces process, ces process, finalement, vous allez avoir différentes étapes. Et l'Internet des objets, finalement, les capteurs que vous allez pouvoir déployer peuvent remonter de la donnée et donner des informations sur les étapes du process. Voilà, est-ce que ça a été fait correctement à telle heure, et puis dans quelles conditions aussi. Et là, on rejoint finalement les grandeurs physiques. Voilà. Voilà. Et donc, tout ça, finalement, va rentrer dans ce qu'on peut appeler les grands enjeux de la donnée, c'est-à-dire d'être capable d'avoir à tout moment, en fait, un certain nombre de données et qui, mises ensemble, soit à un instant donné, soit par rapport à leur évolution, vont pouvoir finalement donner des informations qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et finalement, donner de nouveaux services, laisser imaginer de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités que l'on ne pouvait pas avoir hier, ou alors que on pouvait avoir, mais difficilement et avec un laps de temps, en fait, un délai.
Voilà. Et donc, on peut imaginer, voilà, accroître la flexibilité de la production, bien sûr améliorer la qualité des produits. Donc là, on aurait été un petit peu plus dans le côté industriel, réduire des délais de mise sur marché. Un grand enjeu aussi, c'est le côté maintenance, et on y reviendra justement sur le projet New Lock que je vais présenter juste après, etc. Euh, Ensuite, donc voilà, bah alors j'en ai déjà parlé un petit peu hein, sur cette chaîne de valeur de l'IoT, hein, où vous allez avoir d'un côté donc des éléments qui vont pouvoir produire de la donnée issue du monde physique, et puis après cette donnée, eh bien, on va pouvoir la transférer. Et donc là, c'est le monde finalement de tout ce qui est connectivité. Hein. C'est vrai qu'on peut imaginer envoyer, échanger énormément de données. Voilà, ou contrario, et échanger très peu de données. Voilà, et puis par contre, il va y avoir après des notions de latence, des notions, enfin toutes les caractéristiques en fait qui vont, toutes les contraintes à la limite qui sont liées à la donnée et qui derrière vont pouvoir aider au choix de la connectivité nécessaire. Voilà. Et puis bah, après, bien sûr, il faut les stocker et puis on peut les analyser et puis on peut les présenter sous forme de plateforme web ou d'applications mobiles, par exemple. Ça, tout ça, finalement, c'est un petit peu toutes les strates que l'on va retrouver dans un projet d'IoT de façon générale. Et c'est vrai que là où on peut produire, transférer, stocker et analyser des données, je dirais, autres que dans ce domaine de l'IoT, c'est vrai que l'IoT apporte en fait un certain nombre de spécificités qui donc il va y avoir des choses en fait qui vont s'apparenter à des choses que l'on connaît déjà sur d'autres domaines d'application, enfin d'autres domaines de la donnée, voilà. Alors que là, lorsqu'on va rentrer dans des domaines liés à l'Internet of Things, notamment je pense aux données qui sont souvent liées au temps. Voilà, donc on va parler de timestamp. Bah, finalement, toutes ces données timestampées, bah, on va pas pouvoir les traiter comme de la donnée purement informatique. Là, ça va être intéressant, notamment dans les bases de données, de pouvoir avoir des bases de données spécialisées pour tout ce qui est sérialisation, etc., etc. Voilà. Et puis bon, après, ces données, on peut les exploiter, notamment sur des aspects on parle beaucoup d'intelligence artificielle hein, aujourd'hui. D'ailleurs, dans la keynote d'aujourd'hui, Jean-Philippe Malisset nous a bien expliqué que finalement l'IA embarquée, c'est un des volets, je dirais, un des domaines d'application du futur. Bah, finalement, toute cette IA ne fonctionnerait pas sans avoir accès à cette donnée. Voilà. Donc, voilà, juste cette partie-là, elle était vraiment pour rentrer sur le fait que, bah oui, IoT, très bien, mais finalement, ce qui est important dans un projet de IoT, c'est avant tout la donnée, c'est-à-dire la donnée, comment j'y accède, quelle grandeur j'ai besoin, est-ce que j'en ai besoin tout de suite, ou en tout cas avec quel délai, est-ce qu'un délai de 5 minutes est suffisant, ou est-ce que 5 heures même, ça peut me suffire, est-ce que la résolution de cette donnée, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'information dans un projet de IoT. Voilà, donc on a l'IoT, bon, c'est un marché assez verticalisé, hein, donc on a ici quelques domaines d'application que je rappelle, dans le domaine de la santé, l'agriculture, l'industrie 4.0, on en parle beaucoup, hein, l'IoT, Industrial IoT, la voiture connectée, etc. Je ne vais pas tout lire, je ne vais pas vous embarrasser avec ça. Mais voilà, et puis bah, les cas d'usage, en tout cas, quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir récolter? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais on voit ici que là maintenant, avoir des données sur voilà, un asset, on va dire, va nous permettre de faire de la maintenance, de la gestion de flotte, pourquoi pas aussi pouvoir surveiller toute son efficacité énergétique, etc. Et puis bah, derrière ça, on va pouvoir après bénéficier bah, finalement d'amélioration, que ce soit en termes de coûts, en termes de productivité, de traçabilité, de sécurisation, etc. Et puis bah, après, ce qui va être intéressant, et je reviens sur cette notion de données, c'est d'être capable finalement d'en tirer un bénéfice, et de ce bénéfice même, je dirais, en sonnant et trébuchant, à travers des nouveaux services, etc. Et on parle souvent de monétisation de la donnée. Finalement, c'est au même titre que on a des méthodes d'analyse de la valeur pour
pour la conception d'un produit, et ben, finalement là, quel bénéfice je vais pouvoir tirer d'un projet de IoT et donc de la donnée quelque part, quel est le coût pour moi d'avoir accès à la donnée, mais quelque part, est-ce que ce coût, je suis capable finalement de le transformer en valeur. Voilà, donc de l'idée au terrain, eh bien tout simplement, voilà, rentrons vraiment dans le projet qui nous intéresse sur la location, enfin le fait de pouvoir instrumenter quelque part ces équipements de travaux publics mis en location. Donc en fait, le besoin initial, il part d'une idée, tout simplement, c'est de pouvoir équiper. Alors sur, on va dire un quart du parc de notre client, une solution connectée qui permet alors de remonter des informations, mais qui sont assez limitées au départ, parce que finalement, encore une fois, l'enjeu de la donnée, c'est effectivement qu'est-ce que je peux en tirer. C'est pas la peine de chercher à avoir un inventaire trop important de données. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne donnée et pas une multitude de données. En tout cas, notre client, lui, avait identifié deux données importantes. C'est le fait de pouvoir géolocaliser la machine et le fait de pouvoir déceler en fait l'utilisation qui est faite de cette machine. Voilà, donc différents états de fonctionnement, voilà, et être capable effectivement de pouvoir faire une sorte d'oramètre, mais consultable à distance. Alors évidemment, comme on est dans le monde du travaux public, vous imaginez bien que les contraintes sont importantes par rapport à notre capteur, notre device, notre balise, peu importe comment on l'appelle, notre tracker. Effectivement, donc on est sur un environnement extérieur qui est fortement contraint en termes de température, en termes de vibration également, puisque le système est monté sur les engins. Et puis, même là, c'est pas mentionné, mais on a aussi des contraintes d'environnement de type environnement voilà, de l'humidité et autres. Et puis, alors, il fallait imaginer, alors oui, les engins de chantier, ça se vole, donc l'idée aussi, c'était que ce boîtier, même si pour son fonctionnement classique, il soit connecté au réseau énergétique de l'équipement, donc voilà, sur sa batterie et puis sur sa batterie. L'idée, c'était de pouvoir bénéficier d'une batterie, malgré tout, d'une autonomie énergétique, le cas échéant, pour pouvoir, si le boîtier est arraché, finalement, il continue à fonctionner et à envoyer des données pour justement dire, attention, je ne suis plus connecté. Alors, d'où vient cette idée de pouvoir interconnecter les systèmes? Alors là, il y a un exemple d'un constructeur, mais c'est pas le seul. Vous avez donc des constructeurs de bâtiments, d'engins de travaux publics qui effectivement ont mis en place ce type de solution. Voilà, et à travers un portail lié à la marque, sur une plateforme, en fait, permet effectivement de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations grâce à des calculateurs voilà, qui ont été qui constituent en fait le réseau de bord de ces véhicules et qui sont installés, je dirais, en première monde, si je reprends un petit peu un vocabulaire plus automobile. Voilà, et donc clairement, tout ce que propose là, on a un exemple chez JCB, mais encore une fois, il y a d'autres équipements comme ça qui existent, d'autres plateformes qui existent chez d'autres constructeurs qui permettent, on parlait de géolocalisation, oui, ça permet de faire ça, mais ça permet aussi de faire d'autres choses par rapport à de la consommation de carburant, à des choses comme ça, voilà. Maintenant, pour un acteur comme notre client, l'idée c'est que vis-à-vis de l'ensemble de son parc, finalement, il n'est pas monoconstructeur. Et l'idée, c'est comment donner à ses propres clients, finalement, une plateforme qui puisse agréger toutes les informations et de façon homogène sur l'ensemble de son parc et qui ne soit pas lié à une marque en particulier. Voilà. Donc voilà d'où vient cette idée. Et puis, bien sûr aussi, c'est de pouvoir finalement équiper des engins qui, eux, ne sont pas connectés de base, parce qu'un engin de chantier, ça a une durée de vie quand même assez longue. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y en a certains qui ont déjà leur âge et sur lequel il n'y a pas ces solutions de connecter
de connexion. Ok, bah, donc avec notre client, on a pu imaginer donc un boîtier, ce tracker, cette balise, comme je disais tout à l'heure, et de voir un petit peu les données importantes. Alors au départ, je l'ai dit, on avait cette idée de géolocalisation et d'utilisation de la machine. Et puis après, bah, à force de discuter, voilà, c'est toujours comme ça en fait dans les projets où on va aller chercher de la donnée, c'est que finalement, bah ouais, mais et si on pouvait rajouter, bah, par exemple, une connexion avec un smartphone pour pouvoir faire, grâce à une appli mobile, certaines fonctionnalités. J'y reviendrai après, mais effectivement, cette connectivité, bah, autant la faire avec, par exemple, du Bluetooth. Donc voilà, et si on pouvait avoir du Bluetooth, et puis, bah, finalement, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir bah, des entrées-sorties, notamment des entrées analogiques, pour venir mesurer, hein, l'idée c'est encore ça, de la donnée et des grandeur physique, mesurer un certain nombre de choses qui sont sur ces engins. Et puis, alors je disais tout à l'heure que voilà, sur sur les solutions qui sont proposées par les constructeurs, en fait, on a une connexion avec le réseau de bord de l'engin de chantier. Alors le réseau de bord en général c'est le Buscan, hein, c'est un Buscan, contrôleur Area Network qu'on connaît bien dans le domaine automobile mais qui existe également dans d'autres domaines, hein, et notamment ceux des engins de chantier. La plupart des solutions se basent justement sur tout ce qui va être information qui vont être véhiculées par ces bus. Et effectivement, le fait de pouvoir aller se connecter à ce bus CAN donne énormément d'informations. Bon, à partir du moment où on sait aussi les décoder. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et puis, bah, finalement, le fait d'avoir comme ça un boîtier connecté avec du firmware, donc est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir envisager de faire de la mise à jour? Alors de la mise à jour à distance, hein, voilà, parce que c'est quand même plus facile à faire, plus convenient que d'aller venir se brancher sur le système lui-même. Voilà. Donc d'une idée de base avec quelques données, bah, finalement on voit qu'il faut un petit peu s'étendre pour bah, finalement faire un boîtier un petit peu complet. Voilà. Alors voilà le synoptique du boîtier. Alors tout à l'heure, enfin en introduction, hein, je parlais de notre partenaire RF Track. C'est effectivement avec RF Track que nous-mêmes, Smile, on a pu travailler pour répondre à la problématique de notre client, Newlock, et en fonction bah, des options que j'ai pu présenter juste avant, eh bien, on va se retrouver avec bah, le synoptique que vous avez sous les yeux. Donc voilà, un petit microprocesseur, pas quelque chose de très costaud, on va dire ça comme ça, même si voilà, c'est quand même quelque chose voilà, qui permet de faire tourner un certain nombre de choses. Donc l'idée c'est d'avoir donc un cœur, un microprocesseur, de la connectivité pour faire de la géolocalisation, un GPS, connectivité vers la plateforme IoT avec un module GPRS, j'y reviendrai, la connexion au smartphone pour faire du paramétrage, de la mise à jour, etc. Ça c'est via Bluetooth. Et puis bah, pour les capteurs, vous avez un accéléromètre et puis bon voilà une petite touche tactile et vous le verrez après on y reviendra aussi, j'en ai parlé là, le fait d'avoir une batterie de secours et un cordon d'alimentation, sachant que l'alimentation, enfin l'alimentation permet également de détecter, et ça c'est une des innovations phares on va dire de ce projet, de détecter les différentes phases de vie de notre boîtier, de notre balise, de notre engin. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Bah, environnement sévère, donc quelque chose qui va être IP67, si ma mémoire est bonne, donc quelque chose de très protégé, sur lequel on va avoir un seul câble qui sort pour pouvoir après bah, pour récupérer l'alimentation et puis quelques informations. Et voilà, je dirais quelque chose d'assez simple, qui tient dans un boîtier. On voit sur la représentation 3D la bonne place qui est prise par la batterie externe, enfin la batterie, et puis bah, le PCB que l'on voit en transparence. Et concrètement, bah, vous le voyez sur les photos, là vous avez 4 balises les unes à côté des autres. On ne voit pas tout à fait l'échelle, mais bon, c'est quelque chose qui fait quoi, une dizaine de centimètres de haut à peu près.
Voilà. Et puis sur le terrain, puisque l'idée c'est d'aller de l'idée au terrain, et là on est vraiment sur le terrain, et donc là vous voyez le capot d'un des engins qui est ouvert, et on voit la petite balise là qui se retrouve fixée à l'intérieur, dessous, et qui va venir se brancher de façon très simple sur l'engin. Alors globalement, après, si on prend un petit peu plus de recul, hein, donc là on retrouve les boîtiers connectés Smile que l'on va venir mettre sur une pelleteuse, un tractopelle, etc. Et puis les informations sont remontées via GPRS 2G via un protocole MQTT sur une plateforme. Voilà, donc une plateforme IoT Smile que l'on a pu développer. Bon, au passage, basé sur le cloud AWS IoT, dont nous sommes partenaires. Et derrière ça, alors, nous avons la possibilité chez Smile, j'ai pu le présenter dans les différentes offres, de faire du back, du front, et finalement de faire de l'analyse de données, etc. Là, dans ce projet-là, notre client a souhaité garder la main, enfin faire lui-même ce développement. Et ce que l'on a pu développer, c'est une API, de façon à ce que les équipes du client qui ont des capacités de développement puissent développer finalement et puis taper dans les données un petit peu et exploiter les données qui sont mises à disposition comme ils le souhaitent. Voilà. Et donc tout ça est un exemple bien présenté de toute cette chaîne de valeur de l'IoT que je présentais tout à l'heure plus généralement, mais là sur un cas beaucoup plus concret. Alors sur les technologies utilisées, on en a déjà parlé, Bluetooth Low Energy pour pouvoir faire de la liaison avec un smartphone, hein, on a une petite illustration ici, de la 2G GPRS, alors le projet là il a été lancé, il est déjà en exploitation depuis quelques temps, là, depuis à peu près un an, donc au moment où on a commencé le développement, il n'y avait pas de question à se poser, peut-être que si aujourd'hui on recommençait ce projet, on partirait probablement sur d'autres technologies, hein, puisque les technologies de connectivité évoluent et ont pas mal évolué. Protocole MQTT, on l'a dit. Sur la partie sécurité, très important, à partir du moment où on est dans les objets connectés. Donc c'est du TLS 1.2. Et puis sur la plateforme IoT, hein, pour ceux qui connaissent, finalement on a pu mettre un certain nombre de briques de cette plateforme. Déjà, la partie IoT Core, hein, qui permet de faire toute cette partie IoT avec du device management, etc. Et puis remontée de données par rapport à des devices Shadow et autres. Au niveau de la base de données, c'est une DynamoDB. On a utilisé aussi des lambda de chez AWS pour pouvoir développer un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, comme je l'évoquais, le fait de pouvoir mettre une passerelle vers le SI du client à travers une API. Voilà. Et puis, on a aussi étudié un petit peu tout ce qui était possible de faire en greffant des briques analytics et machine learning pour voir un petit peu tirer bénéfice, je dirais dans un futur, une future évolution de tout ce qui va être des modules d'apprentissage sur de l'intelligence artificielle. Voilà. Puis les applications mobiles, donc ça a été fait par des gens de chez Smile, chez nous là, qui sont dédiés sur les applis mobiles pour pouvoir faire du paramétrage et de la mise à jour et puis de la mise en service des différents boîtiers. Alors, bien sûr, ce qui est important, alors là, on est sur le Live Embedded Event, donc on est très orienté sur la technique, mais finalement, si on regarde un petit peu quels sont les bénéfices que le client a pu tirer de ce projet. Alors, déjà, quels sont les avantages de la solution qui a été développée? Alors, il faut voir que c'est un boîtier qui est non intrusif, hein, donc déjà, c'est vrai que le pass branché sur le CAN, etc., ça, ce sont des choses intéressantes et qui permettent de s'installer facilement sur un parc de matériel hétérogène. Ensuite, là, on a, je l'ai évoqué tout à l'heure sur la partie algorithme. Donc en fait, la spécificité du projet, la grosse innovation, c'est effectivement à partir juste de finalement de surveillance d'une tension d'alimentation, en fait savoir si l'engin
est en mode travail, s'il est à l'arrêt, s'il se déplace, alors ça c'est aussi grâce à l'accéléromètre, en fait on est capable d'avoir ces différentes phases de vie de l'engin, finalement, la balise n'est qu'un moyen, donc l'engin, on arrive à avoir toutes ces phases de vie grâce à cet algorithme développé. Donc ça c'est vrai que c'est un bel avantage. Ensuite, l'algorithme permet voilà, une détection du parc et sur quoi en fait le système est monté. Voilà. Et là, on n'est pas besoin de se brancher sur le buscan du véhicule, et ce qui simplifie énormément le développement quelque part, parce que finalement il aurait fallu avoir toutes les messageries de tous les modèles, et quand on a un parc multimarque, multimodèle, ça aurait été extrêmement compliqué à faire et coûteux. Voilà. Ensuite, on n'a pas eu de nécessité en fait de se brancher sur le contacteur clé, et ce qui fait que l'installation est très facile. Vous n'avez plus qu'à prendre votre balise, vous la mettez donc sur le client donc l'installe sur un de ses engins, et c'est juste en le branchant sur la partie batterie réseau de bord énergétique de l'engin. Il n'y a pas besoin d'aller rechercher, d'aller remonter jusqu'à la partie contacteur, etc. Donc c'est vrai qu'en 10 minutes, un quart d'heure, le boîtier est monté, et ça c'est un gain énorme en termes d'installation. Bon, aussi, ce qu'on a pu développer, c'est des choses qui développent très peu qui tirent pas sur la batterie, hein, donc il s'agit pas non plus de laisser le système et puis qu'au bout de, je sais pas, 2 jours à peine, le système soit plus viable. Donc voilà, on a bien fait attention à ça. Voilà, avec aussi une batterie, mais j'en ai déjà parlé. Et puis, alors, autre avantage, et là, on va sortir un petit peu de la partie complètement embarquée device, c'est que notre client, contrairement à d'autres solutions qui peuvent exister, hein, voilà, notre client a un accès total à ces données. Ça, je pense que ça, c'est peut-être un des points les plus importants par rapport à la solution, c'est que en faisant appel à nous, finalement, il y a eu un développement spécifique, bon, basé sur des frameworks open source, parce que Smile, voilà, fait beaucoup, enfin, s'appuie sur des éléments open source, mais sur un certain nombre de frameworks que on a pu, tous ces développements en fait qu'on a mis en place, appartiennent aux clients. Et donc, aujourd'hui, à part bien sûr des factures de consommation pour les communications 2G, etc., etc., il n'y a pas, on n'a pas de facturation de l'accès à la donnée, en fait. Voilà, c'est ce qui est facturé, oui, c'est le fait de stocker la donnée, etc., mais le fait de pouvoir y accéder et d'avoir un accès total à ces données est assuré par notre solution qui finalement appartient au client. Et puis, pareil, par rapport à d'autres, je dirais, d'autres business models, finalement, en fait, Newlock aujourd'hui a la totale maîtrise de la roadmap de cette solution, et il n'est pas du tout contraint sur des choix futurs ou des choix que nous-mêmes on pourrait faire, puisque quelque part on a développé à façon. Voilà. Alors au final, quel réel apport, je dirais que tout ce qui était attendu par le client est au rendez-vous. Au passage, je suis assez content parce que on est très content d'avoir reçu un Silicon Innovation Award dans le domaine de l'IoT pour ce projet, et notamment basé sur effectivement tout ce qui a pu apporter ce projet aux clients. Donc savoir où sont les machines en permanence, avec même des systèmes de geofencing, hein, donc cette barrière électronique qui permet, enfin une barrière virtuelle qui permet de dire tiens, tel device est sorti de sa zone autorisée, et hop, il y a une alerte qui montre. Hein. Voilà, contrôler le nombre d'heures et le jour d'utilisation de la machine, connaître le nombre d'heures d'utilisation de la machine pour sa maintenance, optimiser des plannings d'utilisation, localiser une machine volée, etc. Voilà. Et à partir du moment où effectivement on connaît finalement le coût d'un asset surveillé, donc là c'est un engin, voilà, je pense que pour en avoir discuté avec le client, ne serait-ce que éviter le vol d'une seule machine permet de rentabiliser la mise en place, enfin le développement et la mise en place de la solution. Voilà. Donc voilà, donc des effets, enfin des bénéfices tout à fait concrets pour notre client. Alors je vous l'ai dit, voilà, Sylvain Gralpoix n'a pas pu se rendre disponible, mais malgré tout, on a un témoignage de sa part et je vous propose de le regarder.
Smiloc est une entreprise de location généraliste de matériel, bâtiment, TP et industrie. Nous appartenons à un groupe, le groupe Dubreuil. Le groupe Dubreuil, c'est 4500 collaborateurs, quasiment 2 milliards de chiffre d'affaires, répartis sur plusieurs activités. Nous avions plusieurs attentes face à cet outil, à la fois géolocaliser en direct nos matériels, pouvoir identifier les modes de fonctionnement et les temps de fonctionnement sur chantier. Ce sont des matériels qui sont localisés sur le chantier de nos clients, qui peuvent être parfois très éloignés de nos bases. Il était important pour nous d'avoir ces remontées d'informations. Ce qui a été un critère de choix dans notre process de décision, c'est la proximité avec le bureau nantais. Et un point très important qui a été déterminant, c'est l'innovation que présentait ce projet via le développement d'algorithmes nous permettant d'identifier l'état de la machine via un branchement relativement simple par rapport aux projets concurrents. La diversité de nos matériels a apporté, je pense, beaucoup de complexité aux équipes de Smile. En effet, nos matériels interviennent en extérieur, sont soumis aux éléments climatiques qui sont parfois extrêmes, défi qui a été relevé rapidement et avec professionnalisme par l'ensemble des équipes. Pour nous, ce projet est une vraie réussite. Nous commençons à l'exploiter depuis 3 mois sur nos différentes agences avec des retours très positifs des utilisateurs. Voilà, bah, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir le présenter. Je terminerai juste sur une petite chose. Donc, voilà, j'ai parlé un petit peu beaucoup de Smile, mais juste pour vous dire que voilà, on aime bien partager les choses, donc n'hésitez pas à venir télécharger gratuitement nos livres blancs et puis à participer à tous nos événements, que ce soit des webinars, des meet-up, et puis bah, ce live embedded event qu'on a eu beaucoup de plaisir à co-organiser. Voilà, les livres blancs, notamment sur la partie embarquée. Hein, là, je vous ai mis un peu ceux qui sont sur la partie embarquée et l'IoT. Et puis voilà, là, tout un tas de webinars qu'on a pu faire cette année, en plus de toutes les présentations que l'on fait là aujourd'hui sur ce live embedded event. Voilà, ben j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.